Son CV, son parcours, sa vie donne le tournis. Joachim Son-Forget est un nouveau venu en politique française. Né en Corée du Sud, il a été adopté par des Français. Aujourd'hui, il a aussi la nationalité kosovare, mais il vit en Suisse et nous le retrouvons en direct de Genève. Bonsoir Joachim Son-Forget. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes député des Français de l'étranger de Suisse et du Liechtenstein, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française. Et vous suivez de près un pays qui fait la une de l'actualité aujourd'hui, vous l'avez entendu, la République démocratique du Congo. Joseph Kabila renonce à se présenter. C'est la bonne décision ? Oui, c'est la bonne décision que M. Kabila ne se représente pas. Ce n'est qu'une partie infime des accords dits de la Saint-Sylvestre. Ce qu'il manque au programme, c'est le retour libre des opposants et le respect de toutes les candidatures, et notamment celle de Moïse Katumbi, qui n'a pas pu rentrer dans son pays. On s'interroge beaucoup parce qu'il était soi-disant sous le coup de poursuites judiciaires qui, son avocat l'a montré, Maître Dupond-Moretti, ne tiennent vraisemblablement pas debout. Et normalement, quand un fugitif rentre dans son pays pour être attendu par la justice, eh bien on le laisse venir et s'expliquer. Mais là, on l'a clairement empêché de rentrer chez lui à Lubumbashi pour ne pas le laisser déposer sa candidature. Donc c'est très clair qu'il représentait une menace pour M. Kabila dans le cadre des élections à venir. On peut se désoler que sa candidature n'ait pas pu, jusqu'à maintenant, nous sommes aujourd'hui à la date butoir, être déposée. C'est fort déplorable. Est-ce que la France doit jouer un rôle dans cette présidentielle? Si oui, lequel? Écoutez, les premiers à parler d'ingérence, c'était en effet les gens autour de M. Kabila. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas d'ingérence, mais de responsabilité collective quand il s'agit d'invoquer les valeurs de la démocratie partout où partout où elles doivent pouvoir s'appliquer. Excusez-moi. Et la RDC est un grand pays. Elle peut devenir un grand pays dans tous les sens du terme. Le rôle de la France est juste de rappeler, en effet, que les gens doivent avoir une liberté de s'exprimer et de choisir qui les dirige. En l'occurrence, ces conditions, je crois, pour le moment, ne sont pas respectées, malheureusement, en RDC aujourd'hui. Alors, autre dossier international que vous suivez de près, il s'agit de la Corée du Nord et cet accord, enfin cette rencontre entre Donald Trump et donc le dirigeant nord-coréen. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie? Et là aussi, comment la France peut intervenir dans ce dossier? Alors, j'ai été très ému, si vous voulez, comme beaucoup d'autres, notamment lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pyeongchang. J'étais là et on était assez impressionnés. Les gens qui m'accompagnaient, la délégation française, a trouvé très émouvant cette cérémonie avec le défilé commun des deux équipes coréennes. Et puis, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu Singapour, comme vous le mentionnez, mais malheureusement, c'est resté depuis, je dirais, un dialogue singulier entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai plaidé très tôt dans des tribunes, dans la presse écrite et à différentes occasions de colloques à l'Assemblée nationale notamment, de pouvoir avoir pas seulement un match à deux, ni même un match à trois avec la Corée du Sud, mais un vrai dialogue multilatéral. Parce que ce processus de dénucléarisation, il faut qu'il soit vérifiable et réversible, et il faut que ça se fasse avec les agences internationales, avec l'OTIS, avec l'AIEA. Et puis, pour le surplus, ça n'empêche pas d'ouvrir une coopération diplomatique sur le modèle, par exemple, français, avec pas une vraie ambassade réciproque, mais des bureaux de représentation. Ça permet d'avoir du dialogue, et j'espère que, bien sûr, les États-Unis vont aller vers cela. Mais tout cela doit se faire, toute cette ouverture doit se faire sous des conditions. Et ces conditions, pour l'instant, il n'y a aucun moyen de les vérifier, si ce n'est en étant part de ce dialogue singulier entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et le grand risque, si cela reste sous cette dimension, c'est qu'en fait, si un des deux acteurs décide de reculer à un moment donné pour une raison légitime ou illégitime, eh bien, il n'y a pas d'autre garde-fou. Et c'est fort dommage dans un dossier aussi important pour la paix mondiale. Alors, nous allons revenir sur votre parcours. Je le disais, vous êtes un petit nouveau, si j'ose dire, dans la politique française. Vous êtes radiologue et vous avez choisi de rallier Emmanuel Macron, de porter ses couleurs en Suisse, notamment en Suisse où vous vivez. Alors vous êtes député des Français de l'étranger, de Suisse et de Liechtenstein. Un an après, quel est votre bilan personnel en tant qu'homme politique ?
Eh bien, toujours insatisfait, parce que en un an, on ne peut pas réaliser des projets aussi grands que ceux de réformer un pays comme la France. On ne fait que l'amorcer. Je pense que les amorces ont été franchement bonnes et nous devons continuer dans cette direction. Ça n'interdit pas des hésitations, des moments de doute, mais ces moments de doute et d'hésitation sont nécessaires justement pour avancer de manière, je crois, éclairée. Alors, un bilan plutôt positif et je suis content de cette action politique nouvelle et je souhaite aller plus loin. Et alors vous, quelles actions vous menez en Suisse? Comment en Suisse on perçoit Emmanuel Macron, son travail, ses réformes? Tant les Français de Suisse que les Suisses en Suisse, je dirais, ont trouvé en Emmanuel Macron quelqu'un qui leur plaisait, parce qu'il incarnait en quelque sorte le consensus à la Suisse, en sachant réunir les meilleures idées, qu'elles soient de droite, de gauche ou d'où vous vouliez. Et au-delà, bien sûr, il y a eu les urnes qui ont clairement penché en la faveur d'Emmanuel Macron lors des présidentielles. Elles ont penché en ma faveur. J'étais sur le même plateau le jour des élections, le soir des élections, nous avions reçu quasiment 75% des scrutins des Français qui avaient participé à l'élection législative. Mais alors, bien sûr, il ne faut pas les décevoir. Donc, derrière, il faut appliquer le programme. Je crois que c'est ce qu'on s'emploie à faire depuis le départ. Moi, je savais ce sur quoi je voulais travailler. J'avais des idées très claires sur l'action internationale. Nous venons d'évoquer deux pays importants pour la paix mondiale, pour la réconciliation des peuples de manière générale. C'était mon grand sujet. J'ai des sujets nationaux que je souhaite porter également, notamment autour de la fierté d'être français, autour des valeurs patriotiques, mais d'un patriotisme ouvert, renouvelé. Je dirais qui sortent de ce que nous a servi jusqu'à maintenant, qui flirtait avec les extrêmes. Et j'ai d'autres dossiers, bien sûr. Mon quotidien, c'est aussi le dossier pour les Français qui vivent en Suisse. Et de manière générale, comme élu de la nation, pour des projets, je dirais, qui intéressent plus largement que moi-même ou que ma circonscription, et notamment un sujet qui m'est fort cher, c'est celui de la biodiversité dans les océans et de la lutte contre le réchauffement climatique, deux sujets qui sont intriquement liés. Nous avions travaillé avant l'élection avec des organisations internationales et des ONG sur ces sujets. Je continue de les développer aujourd'hui en visant à ce que la France devienne un modèle en créant des aires marines protégées pour la protection de la biodiversité marine. Donc là, c'est un dossier que vous suivez de près, mais on va revenir sur une autre question plus sensible, les migrants. L'Union européenne est divisée sur la question. En juin dernier, Emmanuel Macron s'exprimait sur le sujet. On l'écoute et on vous retrouve juste après. Il y a des vents mauvais et du scepticisme qui naissent en Europe. Mais la clé pour y répondre, c'est d'avoir de l'efficacité et de l'humanité. Nos opinions publiques, et nous-mêmes sommes frappés par ce qui se passe depuis des années tout autour de l'Europe. Mais nous devons à la fois tenir nos principes et ne pas nous laisser bousculer par les extrêmes. Joachim Sonneforger, est-ce que la France fait preuve d'efficacité et d'humanité envers les migrants? Je crois que ce n'est pas forcément formulé de la bonne façon. Moi, je crois qu'on doit être toujours attaché à des valeurs d'ouverture, parce qu'un pays n'est fort que de sa mixité, que des apports culturels qu'il reçoit. D'ailleurs, la Suisse en est un parfait exemple. Néanmoins, cela doit se faire, et la Suisse est à nouveau un bon exemple de ce que je vais dire. On doit pouvoir intégrer, et de la meilleure façon. Et ce travail-là n'a pas toujours été bien fait, pour des raisons parfois historiques, on ne va pas refaire l'histoire, mais n'a pas toujours été bien fait en France. Aujourd'hui, on doit le voir pas seulement dans une dimension française, mais aussi dans une dimension européenne. Le but de la loi Asile-Immigration que nous avons préparée, votée, c'est simplement d'uniformiser ça permet d'uniformiser. Je ne sais pas si elle a créé beaucoup de remous, elle a créé des conditions claires, en tout cas, qui, sur le moyen terme et le long terme, vont permettre d'avoir des résultats, uniformiser les démarches au niveau européen. Ensuite, il y a d'autres choses qui ont provoqué des remous, en tout cas, certainement, des remous d'ordre politique plus que factuel. C'est d'être contre, par exemple, la notion d'avoir des centres dits fermés, mais c'est mal présenté, des centres qui permettent de dispatcher les migrants qui demandent l'asile pour aller ailleurs dans
différents pays d'Europe. Et ça, je pense que c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir contrôler les flux, mais néanmoins permettre aux gens qui ont besoin de l'asile de pouvoir l'obtenir dans les meilleures conditions. Alors on ne pourra pas le faire pour tout le monde, c'est certain, mais nous devons le faire pour les gens qui en ont besoin. Et pour cela, il faut créer de meilleures conditions, des conditions notamment uniformes pour ne pas avoir des situations de vases communicants, notamment entre des politiques différentes au sein de l'Europe. Alors il y a quand même des critiques sur cette loi immigration, des critiques aussi sur les députés LRM, c'est-à-dire qu'ils doivent être en marche mais aussi aux ordres. Est-ce que ce sont des critiques que répondez-vous à ces critiques? Écoutez, j'ai été comment dire, presque directement exposé. Une de mes amies a voté contre la loi en deuxième lecture, la députée Curie. Elle avait ses raisons personnelles. Elle n'avait pour autant pas de défection vis-à-vis de l'ensemble du programme d'Emmanuel Macron. Il y a des méthodes différentes. Il y a des gens qui font de la polémique pour faire de la polémique. Il y a des gens qui ont des convictions et celles-ci, à la marge, peuvent être différentes d'un projet de loi à l'autre. En cela, je ne vois pas le problème. Maintenant, de manière factuelle, je l'ai rappelé, je crois avoir eu une voix pas dissonante, mais complémentaire sur cette question des migrants. Oui, les mesures que nous avons prises sont bonnes pour le moyen et le long terme. En tout cas, je ne vois pas d'autre solution que celle-ci pour pouvoir aller vers une solution. Ensuite, dans d'autres solutions de long terme, bien sûr, il faudra travailler sur l'aide au développement et tout ça. Mais ce serait trop long pour en parler maintenant. Néanmoins, sur le court terme, moi je le rappelle, sur le court terme, il y a un besoin de rester à la hauteur des enjeux humanitaires. Et dans les enjeux humanitaires, il est clair que, à mon sens, en tout cas, les gardes-côtes libyens ne font pas forcément le même travail qu'ont fait les ONG en termes de sauvetage en mer. Il faut pouvoir laisser travailler dans certaines conditions, mais laisser travailler les ONG spécialisées, parce que l'urgence de court terme, c'est quand même de sauver des gens en mer. Merci Joachim Son-Forget d'avoir été le témoin de notre grand angle. Merci à vous.